Bonsoir et bienvenue à InfoCam. En manchette cette semaine, le mentorat des professeurs du Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup est toujours aussi apprécié. Parce que du mentorat, il y en a toujours dans les milieux de travail, mais là, on est plus dans un cadre formel. Un projet citoyen permet la création d'un musée en lien avec des figures historiques importantes à Saint-Félicité-de-Lillet. Au fond, on voulait comme rendre hommage à cette coutume-là hivernale. Les potions boréales nous offrent des idées cadeaux pour les fêtes. On donne accès à une panoplie de plantes locales pour les soins thérapeutiques et de santé. Et on se penche sur les avancées du dossier des fusions municipales. Nous, naturellement, on continue à penser que c'est un processus là, qui est important pour nous. Depuis quelques années déjà, un programme de mentorat pour les nouveaux professeurs est en place au Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Benoît Moré a rencontré Geneviève Soucy pour nous en parler. Donc, bonjour mesdames, aujourd'hui on vient parler du programme de mentorat pour les professeurs. Donc Geneviève, le programme de mentorat, c'est arrivé pour répondre à un besoin, dans le fond? Ou... Oui, en fait, au niveau du Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup, depuis 2012, on a mis en place un programme de mentorat pour accompagner les nouveaux enseignants qui étaient à leur premier, deuxième contrat. Initialement, c'est comme ça qu'avait parti le programme. Tranquillement, on a ajouté aussi des fois ceux qui étaient à un troisième contrat qui sentaient encore un besoin d'accompagnement. Accompagnement avec des mentors pour avoir un temps privilégié, un temps de discussion, de ne pas sentir qu'on dérangeait son collègue, parce que du mentorat, il y en a toujours dans les milieux de travail, mais là, on est plus dans un cadre formel où on permet aux gens de justement là, prévoir du temps de qualité et de pouvoir échanger nos bonnes pratiques, en fait. Et c'est très apprécié, est-ce que je comprends, là, de la part des professeurs? Bien oui, tout à fait. Là, depuis 2012, ce programme-là a été mis en place. Le ministère de l'Éducation, il y a 3 ans, a ajouté des sommes pour maintenant libérer vraiment les enseignants mentors d'une journée par semaine pour qu'ils puissent s'occuper des jeunes collègues, jeunes en expérience, donc les jeunes mentorés. Ce qui fait qu'on est venu encore bonifier, nous, le programme qui avait déjà été mis en place parce qu'on voyait des retombées positives. Quand on regarde dans nos statistiques, là, aussi loin qu'on peut remonter de 2018, on a un taux de rétention chez notre personnel enseignant qui est environ à 99 %. Ce qui fait que, oui, c'est un moyen parmi d'autres moyens, naturellement, mais ce moyen-là est pour nous très porteur, qui permet aussi de normaliser ce qu'on vit à l'entrée en fonction dans une nouvelle profession, hein, que ce soit dans le monde de l'éducation ou n'importe quel monde. Il y a des choses qu'on apprend sur les bancs d'école, mais il y a des choses qui s'apprennent aussi dans la vraie vie, sur le terrain. Je me plais à dire qu'on travaille avec des humains, hein, fait que donc l'humain, il ne s'apprend pas uniquement dans des livres, il s'apprend sur le terrain. Oui. Fait que ce programme-là permet justement l'échange de bonnes pratiques, s'assurer de garnir notre coffre à outils aussi comme jeunes professionnels, mais aussi des échanges, puis Marie-Michel pourra sûrement vous en parler, mais ça vient aussi aider nos mentors qui sont là depuis plusieurs années, des gens d'expérience, de partager avec des jeunes qui arrivent tout frais. Avec la vue de la relève. Tout à fait. Justement, parlons-en. De quoi ça a de l'air, hein, un mentorat? Bien, d'abord, il y a une directrice au centre de service qui est responsable du dossier et puis qui va faire le pairage entre les mentorés et les mentors selon soit le niveau ou la situation géographique pour que ce soit plus facile de se voir. On prend un premier contact, puis là, j'évalue avec la personne quels sont ses besoins, parce que mon objectif, c'est vraiment de faciliter sa vie. Donc, ça peut prendre différentes formes, mais concrètement, ça peut être des rencontres à l'extérieur de la classe, juste consulter des livres, réfléchir ensemble sur des sujets, sur ses besoins, sur des problèmes à résoudre. Ça peut être que la personne vient m'observer en classe pour voir comment ça se déroule dans le concret, c'est quoi mes stratégies, ou je suis aussi allée observer les jeunes enseignants dans leur contexte d'enseignement pour les pister, pour faire ressortir leurs forces, leurs bons coups, pour les encourager à continuer.
Est-ce que des fois, c'est stressant pour les enseignants de savoir que tu es là à regarder ce qu'ils font? Ou... J'espère que non, parce que ces enseignants-là ont déjà réussi un bac de 4 ans, incluant 4 stages. Oui. Donc, mon rôle, c'est vraiment pas de les évaluer. Souvent, là, mon rôle, c'est plutôt de faire ressortir ce qui fonctionne super bien. Puis quand il y a quelque chose qui est plus difficile, puis c'est normal, moi aussi, je suis passée par là, bien, on observe la situation comme quelque chose à résoudre ensemble, d'égal à égal, entre collègues. Donc, moi, je suis pas là pour juger. Puis, tu sais, un aspect éthique, là, ce qui se dit entre nous, ça sort pas des murs, là, tu sais, ça reste confidentiel. Et toi, dans le fond, au final, tu te fais des amis au travers pour qu'il y ait un échange de connaissances? Ben oui et non, c'est pas mes amis non plus. Okay. C'est des collègues avec qui j'ai un lien particulier. Il y en a avec qui j'ai gardé contact, puis d'autres, ben, qu'on continue de se voir au travail, mais c'est vraiment en lien avec la profession, les aspects psychologiques, les aspects pédagogiques, organisationnels, la gestion de classe, mais on parle surtout, ben, on parle que de ce qui se passe dans la classe. D'accord. Et est-ce que ça fait plusieurs années que tu fais ça? Non, ça fait 2 ans. Ça commence. Oui. Et là, avec le nouveau temps, la nouvelle journée de libre qui s'est rajoutée, est-ce que c'est plus simple? Moi, je n'ai connu que ça comme mentor, mais quand j'ai commencé à enseigner de manière informelle, il y a plein d'enseignants qui m'ont aidé, qui ont, à l'extérieur des heures de classe, sur leur temps personnel, j'ai vraiment apprécié. Donc là, je suis contente que ce soit un peu plus officiel, puis de pouvoir le vivre et avoir du temps pour le vivre avec les mentorés, là. Cool, ben merci. En espérant que ça fasse des petits et que ça reste au menu pendant encore longtemps. Est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter qui pourrait être pertinent, peut-être, de la part de Geneviève ou... Le nombre de mentors mentorés? Ah oui, allons-y. Ouais. On est à combien de mentorés versus mentors? En fait, là, depuis 3 ans, là, on tourne autour de 9 mentors annuellement, en moyenne, avec 70 mentorés. Actuellement, là, pour débuter l'année, on est à 55 mentorés. Puis naturellement, bien, il y en a qui vont s'ajouter en cours d'année là, avec les contrats. Au niveau du centre de services scolaires, on a aussi décidé d'ajouter, même si le programme ministériel était vraiment pour les gens légalement qualifiés, on a ajouté les gens qui n'ont pas de brevet en enseignement, mais qui sont souvent dans des parcours universitaires pour aller se former puis chercher le brevet. Oui. Fait que donc, on voyait que c'était important aussi d'accompagner ces gens-là qui, eux, n'ont pas fait justement le bac de 4 ans avec les stages, donc qui ont encore plus besoin d'un soutien, là, surtout dans le volet gestion de classe. On n'est pas sur la compétence de la matière, mais plutôt sur comment on gère une classe avec tous ces enjeux autour. Puis à ça, il ne faut pas oublier aussi que ça ajoute à nos mentors, nos conseillers pédagogiques qui vont venir aussi aider puis former nos jeunes enseignants sur des sujets très précis, que ce soit dans leur matière, la planification, mais aussi gestion des comportements avec des psychoéducateurs. Donc, c'est vraiment toute une équipe qui gravite autour de ces gens-là. Puis pour nous, c'est important de parler d'attraction de personnel, oui, mais surtout de rétention de ceux qui sont déjà chez nous. Oui, c'est ça. Il faut avoir envie de garder sa job. Finalement. Exact. Et ça dure combien de temps, hein? Une fois qu'on est épaulé, là? Bien, en fait, là, les enseignants ont accès à leur premier et deuxième contrat. Donc, en théorie, on parle quand même d'un 2 ans d'accompagnement qui peut se prolonger si on sent que la personne en veut encore un peu, a besoin, a des enjeux, un peu plus de développement. Donc, notre but, c'est vraiment de soutenir, d'accompagner. Comme on disait tout à l'heure, on n'est pas là pour les évaluer, on est là pour leur donner des outils pour devenir meilleurs à tous les jours. Bon, bien, en espérant de garder nos profs, merci beaucoup. Tout à fait, merci. En dernière minute, les chevaliers de colon du Conseil de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont remis 24 manteaux d'hiver, soit 6 de plus que l'an dernier pour garçons et filles de niveau primaire, à la Société Saint-Vincent-de-Paul afin qu'ils soient distribués à des enfants dans le besoin. Rappelons que c'est la 4e année que ce geste de partage est confié à l'organisation caritative catholique. Afin de graver dans les mémoires l'importance et le rythme de vie des premiers trappeurs de Saint-Félicité-de-Lillet, le cinéaste Samuel Saint-Pierre a mis sur pied un petit musée. Plus de détails à l'instant. Je suis avec Samuel Saint-Pierre au musée de la Trappe. Bonjour Samuel. Salut! Le musée de la Trappe, c'est sorti d'où cette idée-là? Ben, à la base, ça vient en fait, on voulait mettre un rendre hommage à un personnage de Sainte-Félicité qui s'appelle Charles Gagnon, qui lui a été un des grands trappeurs là, des Hauts, de Sainte-Félicité en tout cas. Fait que, au fond, on voulait comme rendre hommage à cette coutume-là hivernale. Puis, tu sais, oui, c'est la trappe, mais c'est aussi la chasse. Fait que, c'est ça, c'est tout un hommage, au fond, à nos anciens qui pratiquaient ce métier-là.
sais, comme Charles Gagnon avait quand même aussi, il était plus qu'un trappeur, je pense. Il avait quasiment encore un peu la coutume du coureur des bois. Tu sais, il construisait des camps en bois rond. Puis il allait rester dedans quand même entre 2 et 3 semaines pour faire sa ligne de trappe. Puis il continuait comme ça tout l'hiver. T'sais. Fait que c'était vraiment une vie dans le bois. Fait que c'était un peu ça qu'on voulait rendre hommage avec ce camp-là, qui est le camp Charles Gagnon. Là. Et la forme décidée, c'est une raison particulière? Ben ça, ouais, à la base, c'est la municipalité qui avait fait ça. Il voulait faire comme un tipi autochtone. Il mélange 2 architectures, au fond. T'as comme le symbole tipi autochtone, mais t'as aussi le bardeau de cèdre qui rappelle les maisons coloniales. C'est comme un mélange entre l'autochtone puis le Canadien français québécois. Là. C'est comme un mix des deux. C'est pas pire, mais non, c'est ça. Ça fait comme un lien entre le côté de la nature puis nos ancêtres, au fond, qui ont colonisé ici. Là. Puis c'est leur histoire qu'on voit sur les murs, en fait? Ouais, là, c'est ça. Tu sais, comme là, j'ai un panneau sur les hauts, en fait, parce que les trappeurs ils auraient été les premiers à rentrer dans le territoire de l'Île-Sud, qu'on appelle les hauts, là. Ça aurait été des trappeurs qui seraient venus ici en suivant la rivière Well. Parce que la rivière Well, la ligne de partage des eaux est juste à peu près un demi-mille en haut ici. Là. Okay. Fait que, tu sais, les eaux se mettent à couler vers le fleuve là-bas, puis à partir d'ici, ça coule vers le Maine. Fait que la rivière Well commence vraiment, sa source est à peu près 1 000 d'ici. Fait que les trappeurs auraient été les premiers à remonter à la rivière Well, à rentrer sur le territoire. Fait que, tu sais, ce panneau-là explique ça. Celui-là, c'est vraiment la figure du coureur des bois. Tu sais, toute la... Par rapport à la Nouvelle-France, au fond, l'exploration que les coureurs des bois ont faite puis qui ont agrandi, au fond, la Nouvelle-France quasiment sur la totalité de l'Amérique du Nord, aller jusqu'en Louisiane. Puis celui-là, ben là, c'est vraiment sur Sainte-Félicité. Donc, on parle là-dedans plus de, au fond, les premiers colons qui ont arrivé au Rantaché-Ouest en 1862. Ça a été les premiers colons de l'Île-Sud. Mais tu sais, eux autres, ils se nourrissaient à la base, dans le premier hiver, en tout cas, les 2 Clément Bois, c'est ceux qui se sont nourris de viande de bois, là, parce qu'il n'y avait pas de culture encore. Fait que, on explique qu'au fond, la chasse a été la base alimentaire de la survie. Là, parce que si t'avais pas ça, pour moi, il n'aurait pas fait de même d'hiver. Ouais. Donc, quelqu'un qui serait tenté de venir visiter, comment ça fonctionne? Ben c'est ça. C'est ouvert au public. Donc, tu viens sur le sentier de la forêt de Blanche-Neige, qui est le parc phonique de la forêt de Blanche-Neige, qui se trouve en arrière de l'église puis de la salle municipale à Sainte-Félicité. Tu as un sentier. Tu suis le sentier principal, puis tu vas arriver directement au camp Charles Gagnon. Là. Et c'est ouvert tout le temps, dans le fond? Oui, c'est ça. C'est tout ouvert. Il y a un poêle à bois pour chauffer. C'est sûr que c'est plus l'hiver. Là. L'été, ça va être interdiction de feu, parce qu'on s'entend qu'on est dans une table d'épinette. C'est pas une bonne idée. Hein. Surtout avec les feux de forêt qu'on a eu il y a 2 ans, 1 an. C'est ça. On va avoir des interdictions par rapport à ça, là, mais l'automne, tu peux t'allumer une tisée dans le poêle puis te compter des salades, puis t'asseoir aussi de prendre une bière. Là, ben, je pense que ça résume bien l'ambiance quand on rentre ici. Les 2 autres panneaux qu'on a là t'as vraiment le camp original. Un des camps, c'est le camp numéro 1 à Charles Gagnon, qui on l'a retrouvé à la frontière nord de Sainte-Félicité. Là, lui... T'sais, il y a 75 ans environ, ces ruines-là. Fait que, on les a archivées parce qu'ils sont en train de disparaître. Puis tu as un panneau sur Charles Gagnon là, qui explique un peu le pourquoi on l'honore. Mais c'est en construction parce qu'il va y avoir d'autres panneaux sur d'autres familles. Je vais faire un panneau sur le colletage de lièvre, un panneau sur la chasse à l'ornial, sur la chasse au chevreuil. Tu sais, comme là, j'explique dans lui qu'au fond, on a même chassé le caribou ici d'un bout, parce que le caribou forestier des monts Chic-Choc, en Gaspésie, aurait descendu, il y a de ça 80 quelques années. Là. Okay. Mais il y a des histoires des vieux qui disent qu'ils ont déjà vu du caribou. Puis, tu sais, c'est ça, il y a même des zones géographiques qui portent le nom du caribou, comme le lac Caribou, qui est une zone de tourbière. Fait que, tu sais, il y aurait des... Comme ça, tu sais, on essaie de rendre hommage aussi aux animaux là-dedans, là, parce que c'est les symboles un peu de la forêt. Fait que je vais avoir quand même des panneaux sur la chasse et la trappe. Comme là, on essaierait aussi de faire des panneaux qui expliquent les espèces qu'on récoltait. Le lynx, le pécan, en fait. Après ça, tu as le coyote, la martre, la loutre.
Tu vois, je vais essayer de... C'est en construction, là. Donc, pour ceux qui ont besoin d'une dose de nostalgie et qui aiment l'histoire de la place, un incontournable. Tu peux avoir, comme à l'air de toi, là, c'est tout des artefacts, au fond, qu'on a sortis au camp de Charles. On a fouillé dans la mousse, on a trouvé des ruines. Tu sais, il y avait des pièges, ben c'est ça. Il y a un piège à castor, un piège à pattes qu'on n'utilise plus aujourd'hui, c'est illégal. Mais tu sais, c'est pour montrer un peu comment que ça fonctionnait, la trappe, à l'époque. Ouais. Dans les années 50 environ. Ben merci Samuel, en espérant que les gens viennent profiter du spot parce que c'est vraiment génial. Ah ouais. Bonne soirée. Salut, merci. En dernière minute, jusqu'au 5 décembre prochain, la population du Bas-Saint-Laurent est invitée à honorer des bénévoles qui se sont démarqués par leur engagement au sein de leur communauté en proposant leur candidature pour les prix Hommage Bénévolat Québec. Peu de gens le savent, mais le laboratoire des potions boréales se trouve au centre-ville de Saint-Pascal. La propriétaire, Lauriane, nous parle de ce qu'on peut y retrouver. Donc, je suis avec Lauriane ici au laboratoire des potions boréales. Bonjour Lauriane. Bonjour. Donc, pour ceux qui sont pas au courant que vous existez, là, c'est quoi Potions boréales? Potions boréales, c'est d'abord et avant tout un apothicaire. On donne accès à une panoplie de plantes locales pour les soins thérapeutiques et de santé. Okay. Mais aussi, on vise le divertissement parce qu'on sait que les plantes, pour qu'ils nous apportent leurs bénéfices, il ne faut pas juste attendre d'être malade pour les consommer. Okay. Donc, on a vraiment ces trois vocations-là. Et les gens, quand ils viennent vous voir, finalement, ils vous parlent de certains problèmes qu'ils ont ou ce qu'ils recherchent et vous trouvez ce qu'ils ont besoin? Oui, ça, c'est un grand volet de l'entreprise, là. On a créé Potions boréales durant la COVID, justement. Moi, je sortais d'un laboratoire. Mon conjoint était dans les huiles essentielles, fait qu'on a misé sur les hydrolats, qui sont des eaux florales, qui sont utilisées depuis des millénaires en Europe, mais qui sont vraiment peu connues ici au Québec. Soit pour la santé, mais c'est aussi des excellentes aromates hydrophiles qu'on peut utiliser dans le milieu brassicole pour aromatiser des bières, dans le milieu culinaire, pâtisserie. Il n'y a pas de fin aux eaux florales, mais on valorise les produits d'ici. Okay. Au lieu de la fleur d'oranger, l'eau de rose qu'on connaît, mais nous, on va y aller avec le sapin, l'épinette, la scutellaire, c'est ça. Et c'est vous qui allez ramasser ça ou vous avez des fournisseurs? Comment ça fonctionne? Non, dans le fond, Potions boréales fait vraiment de A à Z. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans la cueillette sauvage au Kamouraska, puis je cueille encore les mêmes plantes au même spot d'il y a 20 ans. Fait qu'on vise vraiment une régie de contrôle de nos cueillettes sur plusieurs années. Fait qu'on cueille en terre publique, on jardine et on fait affaire avec plusieurs petits maraîchers bio de la région. Mmh. Ouais. Donc, une grosse empreinte locale, finalement. Une grosse empreinte locale. Dans le fond, c'est intéressant qu'il y ait plusieurs petites micro-distilleries. On est 3, je pense, là, au Québec, à être des micro-distilleries, c'est-à-dire que l'eau florale est le premier produit et non l'huile essentielle. Okay. C'est une différence dans la qualité. Oui. On vise vraiment l'aromate hydrophile là, pour, comme je disais, là, soit pour la cuisine, le culinaire, les prêts-à-boire. Là, c'est nouveau de cette année pour nous, les prêts-à-boire. Sans alcool, herbacé, pas de sucre, pas de fruits. Fait qu'on est... Donc, que du goût. Puis ça réveille un peu, je pense. On en a qui réveillent, on en a qui endort. On en a vraiment pour tous les goûts. Là. Mais on reste dans le herbacé, floral et sec. Donc, on sait que les fêtes s'en viennent. Donc, s'il y en a qui peuvent être intéressés à faire des cadeaux à leurs proches, vous pouvez les conseiller aussi, j'imagine? Oui, c'est ça. On est vraiment... Dans le fond, on est là justement pour ça, pour conseiller, mais on est là, on œuvre aussi dans la recherche et développement avec les produits forestiers non ligneux, les champignons. On est en train de trouver une nouvelle façon de procéder d'extraction des champignons qui n'est pas juste par la distillation pour garder vraiment toutes les propriétés. Fait ça fait partie de notre mission d'accompagner des gens, développer des nouveaux produits, tant pour la santé, la thérapie ou la cuisine. Et comment ça fonctionne? Si on veut vous contacter, on vient directement ici? Vous avez un site Internet? On fonctionne beaucoup par Internet.
Quand on va sur la page potionboréal.com, on a accès à des onglets là, pour des consultations. On répond aux 2 jours tout le temps au courriel des gens qui nous envoient. Puis aussi pour la mise en marché, c'est vrai, ça, c'est comme important. On a une boutique en ligne parce que nous, on fait tout, de la cueillette, de la transfo, la mise en marché. Puis placé on a quelques endroits dans la région qu'on favorise là, pour des points de distribution. Mais maintenant, par Internet, c'est facile. Puis on n'a pas tout le temps la cote à payer. Là. De plus en plus, c'est difficile d'avoir un pourcentage décent dans les boutiques. Oui. Puis nous, on veut pas que le consommateur paie pour ce pourcentage-là, fait qu'on se fait vraiment un devoir de pas monter nos prix. Donc, on assume le pourcentage des points de distribution. C'est le même prix que sur nos sites Internet. Okay. Fait qu'on veut vraiment que le consommateur paie le juste prix pour ce qu'il n'y ait pas l'impact. Fait que c'est plus facile pour nous, la distribution par la poste, là, ça nous coûte le même prix. On vend beaucoup dans l'Ouest canadien, Vancouver, Alberta. C'est le même prix que d'envoyer à Québec. Fait que, ouais. Donc, on a une petite pépite ici à Saint-Pascal qui est toute subtile, qu'on peut oublier, mais qui est nationale quand même dans ses ventes. Donc, un incontournable pour ceux qui ne vous connaissent pas. On les invite à venir vous voir. Dernière chose, en terminant, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait dû dire, qu'on n'a pas fait? Ben, on peut en parler longtemps, mais non, ben ça fait le tour. On invite les gens à nous contacter s'ils ont des envies, soit pour leur cuisine ou pour les fêtes, ou qui ont les thérapeutes aussi. Là, on fait des nouveaux kits pour tout ce qui est l'aromathérapie. Fait que on est très polyvalent, puis on aime bien les collaborations locales. Parfait. Donc, on invite les gens à aller voir sur votre site Internet et vous contacter au besoin. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Le projet de fusion impliquant 7 municipalités du coin doit maintenant revoir ses ambitions à la baisse. Benoît Meuret rencontre le maire de la Pocatière, M. Vincent Bérubé, pour en parler. Donc, je suis avec M. Vincent Bérubé ce matin. Bonjour, Vincent. Bonjour, bonjour. On parle fusion aujourd'hui. On en est où dans ce projet-là? Là? Je pense que le nombre de municipalités a changé, finalement. Oui, présentement, on est 3 municipalités, la Pocatière, Saint-Anne-de-la-Pocatière et Saint-Onésime, qui poursuivent là, l'étude, et on s'en va jusqu'aux consultations là, qui devraient être en novembre. Et là, qu'est-ce qui fait qu'on a perdu des joueurs, hein? Bien, chacun a leur réalité, donc je leur laisse un peu le soin d'en parler, mais oui. Nous, naturellement, on continue à penser que c'est un processus là, qui est important pour nous dans la livraison des services et tout ça, puis en même temps de faire un milieu qui est plus fort. Donc, c'est un peu l'optique, la vision qu'on en a du processus de fusion, du regroupement. Et là, on en est où, finalement? Bien, on s'en va, naturellement, là, on épure l'étude pour avoir les chiffres qu'on a de besoin. Et ensuite, on va en consultation, là, normalement, à la mi-novembre, là, qui devrait être la cible pour aller en parler aux gens. D'expliquer, puis aussi d'aller consulter pour avoir un peu le pouls des inquiétudes et tout ça des gens. Donc, on est toujours dans un souci de transparence et tout ça, donc on continue à avancer. Et est-ce qu'on a une petite idée, justement, de ce que les gens font en sorte qu'ils sont frileux ou quoi que ce soit? Bien, en réalité, il y a toutes sortes de justifications qui sont bonnes et naturellement, bien, des fois, c'est justement des inquiétudes qui sont motivés, mais en même temps, avec toutes les réalités qu'on a au niveau là, des responsabilités qu'on a au niveau de la charge administrative qui nous est un peu imposée sur les épaules, puis pas nécessairement qui vient avec l'argent, qui vient avec. Ouais. On doit assurément trouver des solutions solides pour être capable de développer en même temps et de donner les résultats escomptés là, autant par la population, parce qu'on se rappelle là, quand dans les années 90-2000, le devoir d'une ville était de faire la perception des matières résiduelles, déneiger les rues, puis ça s'arrêtait un peu à ça. Maintenant, ouais. On est rendu beaucoup plus loin, on va dans la santé, on va dans l'itinérance, on va dans
le bien-être animal. On va beaucoup plus loin, même de la réglementation au niveau des piscines, qu'avant c'était au provincial, maintenant c'est nous. Bref, il y a plein de règlements, plein de choses qu'on doit faire en sorte de faire respecter ou en tout cas de transmettre au gouvernement aussi et tout ça. Donc, ça fait en sorte que nos DG ils sont très surchargés, nos équipes. Je dis nos DG, mais toutes nos équipes municipales sont très chargées en termes de devoirs. Oui. Et on n'y arrive plus. Il y a quand même aussi une pénurie de main-d'œuvre là, qui a passé au travers du temps. Et tout ça. Donc, il faut trouver des solutions pour être capable de développer et aussi de livrer les comptes à la population. Et là, dans les municipalités restantes dans le projet, est-ce qu'on a un noyau solide ou il y a encore possibilité que ça change? On continue d'y croire. Naturellement, c'est ça, c'est que dans la mission qu'on voit puis dans le développement qu'on voit, je pense qu'on est très solide là-dedans. Mais encore une fois, on le fait pour la population. On pense dans le futur aussi. On veut s'assurer que dans le futur, ça se développe bien. Puis un milieu pocatois fort, ça fait en sorte que tout le monde en bénéficie, même autour de nous. Est-ce que certaines personnes ont peur que ça change leur compte de taxes, dans le fond, de fusionner? C'est sûr que ça peut être une inquiétude, mais forcé d'admettre que dans le futur, avec justement toutes les responsabilités qui nous sont imposées, il va y avoir des embauches qui seraient nécessaires, il y aurait du travail qui serait supplémentaire à faire. Donc, assurément que c'est difficile de dire qu'on va garantir un taux en restant seul aussi, de garantir un taux. On est justement dans la période des budgets. Et là, qui nous aurait dit l'année passée qu'est-ce qu'allait être le taux de 2025? Personne, puis on n'était pas capable non plus de le faire. Donc, c'est sûr et certain que dans le futur, c'est un enjeu autant regroupé que pas regroupé. Ouais. Donc, faut être conscient de ça. Donc, à réfléchir. Oui. Ben, merci beaucoup, Vincent. Je te souhaite une bonne journée. Ça fait plaisir. Bonne journée à toi. C'est tout pour cette semaine. Merci et à la prochaine.